Quand j'ai voulu lancer cette vidéo, Poutine s'est mis à tirer des bombes sur l'Ukraine. Alors du coup, je me suis dit, oh, je vais quand même pas balancer des choses légères par rapport à ce qui se passe. Et puis je me suis dit, si, allez hop, j'envoie quand même cette vidéo sur YouTube, et puis ma foi, on fera avec. Hein. Alors oui, je sais bien, hein, c'est un peu léger, mais bon, c'est comme ça. Après tout, on a besoin de légèreté aussi. Alors que dire sur l'Ukraine? Ben pas grand chose, en fait là c'est grave ce qui se passe, mais l'Ukraine n'en est pas à son premier malheur. Le 26 avril 86, à 90 km de Kiev, une centrale nucléaire explosait, hein. C'était à Tchernobyl. L'ampleur c'est très simple, hein. C'était 90 fois la bombe d'Hiroshima. Après ça, un immense nuage radioactif planait sur l'Ukraine. Mais les Ukrainiens ne le savaient pas, hein, puisque le 1er mai à Kiev, le 1er mai 86, il y avait un critérium cycliste, il y avait une fête dans les rues de Kiev, et les gens ne savaient pas qu'il y avait un nuage radioactif au-dessus de leur tête. Il faut dire qu'on était encore dans le régime soviétique à l'époque. Et ce nuage n'a pas fait que planer sur l'Ukraine, hein, il est allé partout dans le monde, sauf en France. Ouais, le nuage s'est arrêté juste à la frontière franco-allemande, c'est-à-dire ça n'a pas traversé le Rhin, hein, donc nous on n'a rien eu. Hein. Donc la preuve c'est que à Strasbourg, quand le nuage est arrivé jusqu'à la frontière, à Strasbourg on avait un immense marché et on vendait des légumes, des salades et tout ça, c'était magnifique, on avait des beaux produits. Et puis de l'autre côté du Rhin, c'est-à-dire en Allemagne, il n'y avait plus rien, les rues étaient désertes, plus aucun marché, plus rien. Donc c'est bien la preuve que le nuage s'est bien arrêté à la frontière, donc il n'a pas franchi le Rhin. Donc nous, nickel, on a été protégés. Vous allez me dire, oui ça n'a rien à voir, Tchernobyl et ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Je dis ouais c'est vrai, mais ce que je veux dire c'est que c'est un pays qui a vraiment pas de chance, parce que en l'espace de quelques décennies, ce pays a connu deux malheurs, c'est-à-dire le soviétisme et maintenant les bombes de Poutine. Le plus hallucinant dans tout ça, c'est quand vous écoutez les journalistes, hein, notamment ceux qui sont spécialistes de l'économie, le premier truc dont ils ont parlé, c'est le pouvoir d'achat des Français. Hein, pendant qu'il y en a qui se prennent des bombes sur la gueule en Ukraine. Alors qu'est-ce qu'on va devenir avec notre pouvoir d'achat, hein? Vous connaissez Emmanuel Le Chypre, Emmanuel de Chypre sur BFM et RMC. Ah bah lui c'est ça, c'est comment les Français vont-ils réagir par rapport à leur pouvoir d'achat qui va diminuer, hein, le pouvoir d'achat. Allez, maintenant place aux choses futiles. Santé. Bon, eh bien, de quoi on va parler? Oui, parce qu'il se passe tellement rien en ce moment que ça vaut le coup d'en parler. Hein. Ouais, j'ai des notes, hein, parce que des fois je suis un peu Alzheimer. Alors, voilà. Donc c'est dur de savoir par où on va commencer avec ces élections présidentielles qui sont tellement insipides que justement on va développer le sujet. Alors au niveau du fond, des perspectives, de la vision, il n'y a rien. Enfin, les candidats qui se présentent ne savent pas quoi foutre de la France, hein, ils veulent juste la gérer en fait. Hein. Ils ont quelques petits sparadraps à foutre à droite à gauche, mais ils n'ont pas beaucoup de choses à proposer en dehors de ça. Hein. En fait, la paye de président, c'est peut-être ça qui les motive. Hein. Donc, ces élections, en gros, pour résumer, c'est un carnaval de gestionnaires. Par contre, vu qu'on n'a rien sur le fond, on a quand même eu droit à un festival de trucs insignifiants. Hein. Bon, je ne vais pas revenir sur Anne Hidalgo, hein. C'est l'électroencéphalogramme plat du PS, ça tout le monde le sait, mais en même temps c'est pas gentil de canarder un corbillard, donc on va passer à autre chose. Non, là en fait, je vais vous parler d'un ovni qui nous vient de Guyane, hein. Puis quand il a atterri, ça a fait splash, flop, en gros, ça se résume à ça. Donc vous l'avez reconnu, c'est la grande Christiane. En fait, je ne sais pas si elle est grande, hein, c'est juste une expression. En fait, la gauche, enfin ce qu'il en reste, hein, doit beaucoup à Christiane, hein, pour son naufrage.
On va faire un petit récapitulatif, comme on dit. On va remonter à 1994. Hein. On va faire un petit parcours de Christiane Taubira. Donc en 1994, c'est les élections européennes. Et il y a une liste socialiste qui est montée et qui est conduite par Michel Rocard. Et pour flinguer cette liste, Mitterrand, qui était l'ennemi juré de Rocard, a demandé à Bernard Tapie, de conduire une liste aussi, parallèlement. Et Christiane Taubira a fait partie de cette liste, hein, dans les mieux placés pour être élue au Parlement européen. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que la liste de Bernard Tapie, qui s'appelait Énergie radicale, oui, parce qu'à la fois il était au Parti radical de gauche, et en même temps il aimait bien l'énergie. Vous vous rappelez, dans la précédente vidéo, j'avais parlé de Tapie en disant qu'il avait fait une pub pour les piles vendeurs. Parce qu'il était devenu PDG de Vendère, et donc il avait fait donc une pub là-dessus. Qu'est-ce qui fait marcher Tapie? C'est Vendère. Donc voilà, un petit extrait pour se remettre un peu là. Mais qu'est-ce qui me fait marcher? Moi, je me savais. Avec une Vendère, jusqu'à 1% de durée. Donc, Énergie radicale est donc la liste concurrente de celle de Rocard. Effectivement, ça a bien marché. Rocard a été fusillé en plein vol. Donc, il s'est retrouvé avec un score de 14%, ce qui était ridicule, parce que le PS, à l'époque, faisait des scores qui dépassaient 20. Hein. Donc, et Tapie était à peu près à la même hauteur. Donc, Mitterrand était content, il a eu ce qu'il voulait, et Christiane Taubira en a fait partie. Et en 97, la gauche gagne les élections législatives qui n'étaient pas prévues, parce que Chirac avait dissous l'Assemblée nationale, en pensant se refaire une santé, mais ça avait foiré. Donc Jospin devient Premier ministre de la gauche plurielle. Oui, parce qu'ils étaient plusieurs. De gauche, enfin, à penser qu'ils étaient de gauche. Et donc, Jospin a confié une mission à Taubira, c'est de constituer tout un rapport sur la recherche de l'or en Guyane. Lié à l'environnement, tout ça. Et Taubira, pour remercier Jospin de l'avoir sollicité, s'est présenté en 2002 au présidentiel sous l'étiquette radicale de gauche. Tapie, lui qui était mitterrandiste, était devenu chiracien après la mort de Mitterrand. Hein. C'était pas officiel, mais bon, il l'avait fait comprendre. Et donc en 2002, pour faire chier Jospin, Tapie, le chiracien, propose donc à Taubira de devenir... candidate des radicaux de gauche à la présidentielle. Et on connaît la suite. Les 2,5% qu'elle a eu, c'est ce qui a manqué à Jospin pour être devant Le Pen au second tour. Donc on s'est retrouvé avec Chirac-Le Pen au second tour. Voilà, en 2002, vous vous souvenez? Ça avait fait un bruit. Deux qualifiés pour le second tour, ce seront Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Taubira est une grande amie de la gauche, hein, elle veut son bien, vous voyez. Hein. Elle est à la base de tous les naufrages. Et on n'oubliera pas son passage au ministère de la Justice sous Hollande, où elle a voulu se tailler un prestige avec le mariage pour tous. En fait, je croyais que le mariage était une connerie spécialement réservée aux hétéros, et ben non en fait. Hein. C'est une preuve de plus que la connerie est universelle. Et je rejoins Brassens qui disait dans une célèbre chanson « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. » C'était beau, hein. Ben, Brassens, lui, c'était un orfèvre en matière d'écriture. Hein. Bon, revenons à Taubira maintenant, c'est-à-dire en 2022. Donc, vous vous souvenez, elle avait déclaré sa candidature à la Croix-Rousse à Lyon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Croix-Rousse ou qui ne connaissent pas Lyon, en fait, la Croix-Rousse est un quartier de Lyon qui était populaire jadis, hein, je l'ai connu comme ça, moi, à l'époque, et qui est devenu un quartier bourgeois, pour ne pas dire bobo, hein. Donc les loyers sont hors de prix, tout est hors de prix. Mais
c'est là-bas qu'on vote vert, qu'on vote à gauche, qu'on vote insoumis, etc. Donc elle est venue déclarer sa candidature dans ce quartier. La Croix-Rousse est aussi connue historiquement avec la révolte des canuts. Il y a une chanson célèbre sur les canuts, je vais vous en donner un extrait. Voilà. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gens de l'église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes nus. Je vais vous montrer maintenant l'engouement que sa candidature a suscité à la Croix-Rousse. Vous voyez, c'est chaleureux, c'est révolutionnaire, vous allez voir, il y a une fièvre insurrectionnelle qui laisse présager de bonnes choses pour l'avenir. Vous voyez ? Il nous faut revigorer notre démocratie en réhabilitant le Parlement, en contrôlant l'action du gouvernement et en veillant à la séparation réelle, effective des pouvoirs. Nous en sommes capables parce que je suis impressionnée par la volonté d'agir pour satisfaire toutes ces exigences. Je suis candidate à la présidence de la République. Une fois que sa campagne a démarré, elle a commencé à vouloir balancer des idées. Hein. Donc elle en a balancé sur la laïcité, par exemple. C'était très court, mais c'était très parlant. Des réponses pour garantir une véritable séparation des pouvoirs. Des réponses pour une laïcité qui n'écrase pas, mais émancipe. Émancipe! Donc elle dit qu'elle veut une laïcité qui n'écrase pas, mais qui émancipe. Elle est neuneu parce que justement, les principes d'une république laïque, ben, c'est de permettre à tous les individus de s'émanciper. Voilà. Chacun avec sa foi, avec sa croyance, avec ses non-croyances et sa non-foi. Voilà. L'émancipation, elle est même écrite dans la Constitution de la République, de la Ve République. Hein. Par contre, à l'heure actuelle, c'est la laïcité qui est menacée d'être écrasée. Hein. Je rappelle que Klaus Kinzler, Didier Lemaire, Mila, Richard Malka et Charlie Hebdo sont sous protection policière parce que justement ils défendent la République et la laïcité. Hein, faut pas y oublier. Bon, il faut être quand même assez positif par rapport à Taubira, c'est que en ce qui concerne le mal logement d'une grande partie de la population, elle a été claire et sans ambiguïté. Vous savez ce que c'est hein, que la pression à la radio, à la télé. On sait, regardez comment je galope en parlant. Si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Oui, mais on y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part, et puis je considère que il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Ce qu'il me paraît important de retenir, en tout cas ce qui compte pour moi, c'est vraiment les politiques publiques qu'on peut mener. En tant que candidate à l'élection présidentielle, je prétends concevoir et conduire des politiques publiques. Et l'essentiel, c'est donc de voir la situation du logement grâce à ce rapport. Ah oui, j'oubliais la cerise sur le gâteau. Elle avait un grand projet d'avenir pour la France. Ça s'appelait le droit de mourir dans la dignité. Mais si on enlève dans la dignité, on a le droit de mourir. Il n'y a pas besoin de réforme pour ça. En tout cas, sa candidature a fini par mourir, mais pas dans la dignité. Hein. Elle, ce qu'elle a apporté de mieux à la gauche, c'est la poisse, quoi. Voilà. Sinon, à cette primaire populaire, oui, en fait, il faut vraiment être primaire pour croire que ce truc était populaire. Hein. Et ben, il y avait une candidate qui s'appelait Charlotte Marchandise, et c'est pas une connerie, elle s'appelle vraiment comme ça. Bah, c'est con que ça soit pas elle qui ait gagné, parce que avec un nom comme ça, elle aurait fait une très bonne candidate de gauche pro-Europe. Parce que c'est vrai que quand on s'appelle Marchandise et qu'on est pour l'Union Européenne, je trouve que ça va bien ensemble, quoi.
Ce qui circule le mieux en Europe, c'est les marchandises. Hein. Oh là 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 là, et patatras. Alors maintenant, on va se pencher sur un autre phénomène. C'est la candidate LR au présidentiel. Alors là, on a été gâtés. Hein. Franchement, on pensait qu'on allait se faire chier. Bon, on n'a rien sur le fond, comme je disais, mais là, franchement, au niveau des gags, on a été servi. Alors avec Valérie Pécresse, ça commence avec la guerre des étoiles. Vous allez voir. Le sujet, c'est... En fait, cette campagne présidentielle, avec vous, c'est un peu la guerre des étoiles, quoi. La guerre des étoiles du trombinoscope. La guerre des étoiles du trombinoscope, la question c'est qui va gagner la guerre des étoiles du trombinoscope. Parce que, bon, il y a un peu la menace fantôme, c'est la gauche. Il y a un peu l'Empire contre-attaque, c'est Macron. Enfin, encore faudrait-il que l'Empire attaque. Bon, il y a l'attaque des clones. Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ça, je vis ça bien au quotidien, je vois assez clairement. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le retour du Jedi. Hein. Voilà. Et parce que je veux faire lever un nouvel espoir, comme dit la fin de la saga. Là, vous avez vu, hein, en plus, elle nous sort ça avec un charisme fou. Hein. C'est sûr que c'est pas Pierre Tcherdia qui nous raconte les films, là, alors ça n'a rien à voir. Hein. Quand on voit ça, on se dit qu'elle aurait pu être critique à Télérama dans la rubrique cinéma. Et puis, lors de son meeting, on peut dire qu'elle s'est surpassée. Hein. Il y a tout qui sonnait faux, hein, dans la gestuelle, l'intonation, le discours en lui-même. À mon avis, le communicant qu'on lui a envoyé, à mon avis, il venait de chez Macron. Hein. Vous m'avez manqué! On sent qu'elle va dire quelque chose. Bah non, le cerveau n'a pas transmis. Contre les zigzags, nous choisissons les lignes droites. Et sur une ligne droite, tu peux faire des zigzags, hein. J'y suis bien arrivé avec ma 4LF4. Vous pouvez voir aussi quand il y a des silences, hein, c'est mortel. Elle fait des pauses et puis on ne sait pas ce qui se passe dans la salle. Alors il y a quelques petits applaudissements, il y a des fois, elle cherche les applaudissements en fin de phrase et puis il n'y en a pas. Oui, je le crois, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Et flop! Là, on a vraiment cru à une entreprise de sabotage. Hein. Alors là, on a vu un naufrage en direct, c'était merveilleux. En fait, moi, ça me fait penser aussi quand c'est mal joué. Orage, au désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Ouais, vous avez vu, c'est nul, c'est mauvais. Alors là, vous pouvez admirer aussi la pose dès le début, là, derrière son lutrin, là, son pupitre. Voilà. Et voilà. Des fois, on avait l'impression qu'elle essayait d'imiter De Gaulle, en fait, pour montrer qu'elle est gaulliste, dans l'intonation. Alors, on va mettre un extrait, puis on va essayer de bidouiller le pitch pour essayer d'avoir un timbre de voix qui se rapproche de De Gaulle, mais c'est pas gagné. C'est la France qui renaît dans ses villages, ses bourgs, ses villes moyennes, qui retrouve le goût de fabriquer en France, d'acheter français, de savourer français. Et oui, n'en déplaise à certains, un pavé charolais arrosé d'un bon vin, ça c'est la France autour de la table. Alors, debout! Et puis voilà comment elle essaye de récupérer des voix très à droite avec cette histoire du fameux grand remplacement. Voilà, parce que bon, Zemmour l'utilise beaucoup, certains au Rassemblement National l'utilisent aussi. Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée? Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement.
Ça vient d'un écrivain qui s'appelle Renaud Camus, cette histoire de grand remplacement. Mais, alors, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Le grand remplacement, en fait, c'est quoi le problème? En fait, on constate que la France d'aujourd'hui ne ressemble absolument pas à celle de 1900. Et puis la France de 1900 ne ressemble pas à la France de Clovis. Hein, c'est comme ça. Je veux dire, en fait, c'est juste une histoire d'évolution. Les choses ont bougé, il y a des gens qui sont venus habiter chez nous. Les grands remplacements, moi je peux vous dire qu'il y a vraiment eu de vrais grands remplacements, mais pas ici. Hein. Vous allez voir. Si quelqu'un est bien placé pour parler du grand remplacement, c'est bien moi. Ouais, Geronimo, lui, il peut en parler du grand remplacement. Alors pour conclure sur Valérie Pécresse, il y a une question qu'on pourrait se poser, c'est la suivante. Y a-t-il une différence entre Valérie Pécresse et l'ampoule électrique? Aucune. Toutes deux sont remplies de vide, sauf que c'est l'ampoule qui vous éclaire. Bon, sinon, Jadot. Bon, non, puis finalement, je ne vais pas parler des écolos, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Hein, de toute façon, quand j'entends parler les écolos, j'ai de la sympathie pour la pollution, alors c'est vite fait. Hein. Bon ben voilà, j'ai pas eu mes signatures, donc je ferai pas partie de l'équipe des Guignols du carnaval des présidentielles, hein, c'est dommage. Et, mais je remercie quand même quelques médias qui avaient annoncé ma candidature, donc Le Progrès, La Voix de l'Ain, Radio Scoop, et puis quelques radios libres dans l'Hexagone, il paraît, qui ont annoncé la candidature. Et puis je suis désolé pour BFM qui n'a pas réussi à l'annoncer, ni les LCI, ni TF1 ou France 2, ils n'ont pas réussi, je sais pas, il y a eu un problème technique, donc ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu annoncer ma candidature. Alors je voudrais revenir sur le problème des parrainages. Alors ces jours-ci on a entendu beaucoup cette ritournelle qui dit oui mais s'il n'y avait pas les parrainages, il y aurait plein de candidatures farfelues. Alors moi je fais le constat suivant. Ça fait donc des décennies et des décennies qu'on est gouverné par des experts ultra diplômés, très sérieux, et aujourd'hui c'est le chaos. Donc c'est eux qui nous ont amené le chaos, puis après on refuse les farfelus. Donc, à mon avis, ça serait pas pire avec des farfelus. Donc, voilà, moi, comme je me présentais pour que le vote blanc soit reconnu comme suffrage exprimé, je propose que tous les abstentionnistes, tous ceux qui souhaitaient voter nul ou blanc avec un bulletin blanc qui ne sera pas reconnu comme suffrage exprimé, eh ben, qu'ils prennent tous un bulletin à la salle, et puis hop, on met tout ça dans l'enveloppe et dans l'urne. Hein, et puis après, ben, résultat des courses, à 20h, au soir du premier tour, qu'est-ce qu'on apprend? Jean Lassalle, 42% en tête à ce premier tour, gna 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 gna. Et là, ça foutrait un bordel, mais alors immense. Ça serait le début d'une révolution sympatoche, en fait, non violente, bon enfant. Rien ne serait plus comme avant, en fait. Voilà. Il y aurait des législatives après, mais là, à mon avis, il y aurait plein de candidatures farfelues. D'ailleurs, c'est l'élection la plus facile où on peut se présenter. Tiens, il faudrait que j'y pense, tiens. Alors, tous aux urnes avec un bulletin blanc nommé Jean Lassalle, parce que lui, en tant que candidat, il sera reconnu comme suffrage exprimé. Voilà. Ah, j'ai oublié. Et comme disait Fonfonte le philosophe, à force de voter pour des cravates, on finit par élire des têtes de nœuds. Ouais, mais le farfelu Lassalle, il porte une cravate. Oh merde! Ah, puis aussi chez nos amis les chanteurs engagés, il y a un nanar qui a fait parler de lui. Hein. Non, c'est pas Tapi, là ce coup-ci c'est Nanar Lavillier. Il a dit un truc dans le genre ah ouais, se faire piquer l'épaule, c'est ça la dictature? Il a rajouté qu'ils aillent voir dans les vraies dictatures comment ça se passe, un truc dans ce genre. Lavillier, oui, alors c'est le chanteur engagé, très à gauche, vous savez. Hein. Puis il avait des... Moi je l'ai vu sur scène, mais il y a très longtemps, hein, c'était dans les années 80, il arrivait toujours sur scène comme ça en montrant ses muscles, il était en débardeur, ses muscles, ouais c'est moi, je suis un fauve d'Amazon, et tout ça, et ouais, il arrivait sur scène comme ça, il était très fier de ses muscles. Maintenant, quand je le vois chanter la Révolution en montrant son QR code, je me dis que la vieillesse est un naufrage, hein, comme aimait bien le dire De Gaulle.
Oui, oui, bah, mais il n'est pas le seul. Hein. Il a beaucoup d'artistes engagés se sont révélés pendant cette crise sanitaire. Hein. Ils ont tous baissé leur froc, la plupart. Ouais, il nous restait juste Francis Lalanne pour gueuler contre ce truc de ce passe de la honte. C'est vous dire s'il nous reste pas grand-chose. Hein. Oui, bah, peut-être que pour Lavilliers, vivre en démocratie, bah, c'est acheter sa liberté, en fait. Parce que c'est ça, hein, aller se faire piquer pour pouvoir vivre normalement, c'est une façon d'acheter sa liberté. Ben moi, je trouve pas ça très démocratique. Hein. Alors, il y a un penseur qui avait dit la dictature, c'est ferme ta gueule et la démocratie, c'est cause toujours. En fait, Lavilliers, lui, s'accommode bien de cause toujours, en fait. Hein, ça lui va bien. D'ailleurs, Lavilliers, c'est tellement devenu un naufrage que, en fait, ça se résume à ça chez lui. Un muscle, deux cerveaux. D'ailleurs, je voudrais dire à ces artistes engagés qu'il y a pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles qu'ils incarnent vachement bien. D'ailleurs, ça me fait penser tout ceci à ce que disait Benjamin Franklin. Il y a une citation de lui qui est vachement bien. J'ai dû la sortir une fois il y a longtemps. C'est un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Voilà. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Ah ben, dans les trucs en bref, on a eu droit à Gégé Labraguette face à Apolline de Malherbe. Ah ouais, ça valait le détour, là. Alors, bon, il y a un truc évident, c'est que, comme elle lui pose des questions gênantes, il lui reproche, en gros, d'être populiste. Hein, parce que chez Darmanin, dès qu'on conteste un truc, dès qu'on s'oppose, on est populiste, complotiste, fasciste, etc. Hein, vous connaissez la suite. Mais il n'y a pas que ça. C'est sa façon arrogante aussi à Darmanin de s'exprimer. Il se croit en terrain conquis partout. Hein. C'est ça la Macronie en fait. Est-ce que sur les questions de sécurité, vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard? Vous venez, enfin Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité. C'était à 3 mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Bah, parce que vous ne dites pas non plus. Je vois pas le rapport. La baisse. Est-ce que vous me laissez parler, madame? Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation elle est très rapide et un peu populiste. Ces gens de la Macronie croient que les médias sont à leurs pieds, ce qui est pas faux, mais là, sur ce coup-là, ça n'a pas trop marché. Là, je vais essayer de faire un trucage à la Darmanin, parce que lui aussi, il aime bien falsifier, hein, je vous remontrerai l'image. Donc là, je vais sortir de leur contexte quelques séquences de cette vidéo où, par exemple, on pourrait croire que Darmanin vient de demander à Apolline de Malherbe de lui tailler une pipe. Vous allez voir. Mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de baisse. Pause. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va parlez? bien se passer, madame. Vous allez voir. Ah bah c'est du trucage, hein. En gros, Darmanin reproche aux médias de véhiculer le populisme à chaque fois qu'un média se montre critique vis-à-vis du gouvernement. Kimo. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute la journée. Populistes, ce sont vos chiffres, ils sont tirés du site du ministère de l'Intérieur. Vous n'évoquez même... La République, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bon, il y a un truc qui me fait marrer aussi, c'est que on parle d'extrême gauche quand on parle de Mélenchon. Alors, pour moi, Mélenchon n'est pas d'extrême gauche, ça me fait marrer, ça, surtout quand on voit d'où il vient. En fait, c'est lui la social-démocratie, c'est lui qui l'incarne, quoi. C'est un social-démocrate. Alors, on me dit, ouais, mais alors le PS, les Verts, tout ça, c'est quoi? C'est une grosse mélasse libérale, hein, ces machins-là, ça veut rien dire du tout, en fait. Hein. C'est des bobos qui jouent aux gauchistes, mais en fait, c'est des libéraux, hein, ils sont pro-européens à fond la caisse, enfin, ils sont pro-Union européenne, pour être plus précis. Et donc ils sont d'accord avec cette loi du marché, donc il faut qu'ils arrêtent, quoi. Enfin bon, c'est tout de la tambouille. Hein. Ouais, donc le programme de Mélenchon, enfin de la France insoumise, hein, l'avenir en commun, c'est quand même plus light que les 110 propositions de Mitterrand en 81. Hein. D'ailleurs, je rappelle qu'à cette époque-là, en 81, Mitterrand disait que
tout individu qui ne veut pas rompre avec le capitalisme n'est pas digne de porter le nom de socialiste. Vous voyez, il disait ça, Mitterrand. Il l'a même dit peut-être même en 74 ou en 71 au congrès d'Épinay, je ne sais plus. Enfin, il l'avait dit à plusieurs reprises. Celui qui n'accepte pas la rupture. La méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Hein, donc à l'époque, en 81, il était question d'être en rupture avec le capitalisme. Vous entendez ça aujourd'hui à la France Insoumise? Non. Non, non, ils sont gentils. Alors, le 8 mars. Le 8 mars, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la journée internationale des femmes. Et cette année, elle s'inscrit sous le thème, alors je le lis, attention, c'est du lourd, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Alors c'est bien, hein, l'égalité aujourd'hui, des fois qu'on croirait que c'était pour hier. Sinon, qu'est-ce qu'elles disent d'autre dans la même phrase? Ah oui, pour un avenir durable. Bah, s'il n'était pas durable, ça serait plus de l'avenir, ça serait nos futurs. Celles qui ont pondu cette phrase-là, c'est peut-être les mêmes qui ont inventé l'écriture inclusive. Hein. Maintenant, on est envahi de textes de merde hein, qui sont chiants à lire. Vous imaginez les ambassadeurs, Driss, S, ça vous fait une phrase dans un seul mot en fait, hein, au niveau de la longueur. Puis à présent, faut plus dire connasse, mais connard, S. Donc pour l'anecdote, j'ai été homme au foyer, j'ai élevé mes 3 enfants avec le salaire parental. Eh bien je peux dire qu'une femme peut être aussi macho qu'un mec, même avec plus d'efficacité, parce qu'il y a aussi tout un côté revanchard qui pilote le tout. Elle peut être capable de se foutre les pieds sous la table et de lire son magazine pendant que Gugus fait la popote, sous prétexte qu'elle elle va pointer pour ramener le salaire à la maison. Hein, parce que le salaire parental, c'est un mini-salaire en fait. Dans un couple, il y en a un de trop, sinon c'est vachement bien. Bon, attention, voici la minute bien grasse, tendance Harakiri Hebdo. J'imagine bien un dessin du regretté Wolinski qui a été assassiné dans l'attentat de Charlie en 2015 déjà, ça fait loin. Hein. Donc j'imagine le dessin où il y aurait écrit 8 mars, que préférez-vous, un défilé de vagin plâtré ou un lâcher de salope? Ce genre de dessin ne pourrait pas paraître aujourd'hui hein, parce qu'il serait censuré. Non pas par le pouvoir, mais par tous ces mouvements qui n'ont pas d'humour et qui courent les rues. Eh bien, une fois de plus, je vais vous laisser avec la barbarie macronienne et son opposition de connivence. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Emmanuel Macron, oh, de con, oh, viens te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh, tête de con, oh, viens te chercher chez toi. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. À la Russie ou à Vladimir Poutine? La Russie, à Vladimir Poutine, à son gouvernement, mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs. On voit l'effondrement du marché. On voit également l'augmentation de l'inflation. Nous allons voir des queues de Russes qui cherchent à avoir de l'argent liquide dans les banques. Et puis la Banque centrale n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt de 10 à 20%, ce qui veut dire que les entreprises ne pourront pas emprunter, sauf à des taux très élevés, pour investir et pour développer l'économie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. La cible numéro 1, c'est le pass vaccinal. On a fait beaucoup de évidemment, on a recherché d'où ça venait, etc. Et au début, le sida s'est propagé précisément par les routiers. Pourquoi? Parce qu'ils traversent les frontières. C'est pas de leur faute, évidemment, hein, mais ils traversent les frontières, ils vont de pays en pays et ils transportent. Ils font partie des vecteurs de virus. S'il y en a qui doivent se faire vacciner et avoir un pass vaccinal, c'est les routiers. Précisément parce que ce sont eux qui véhiculent en premier, c'est les premières professions qui font voyager les virus. Les organes de propagande russes viennent de cesser d'émettre en Europe.
dans le même temps, voilà, je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français. Pour leur dire, voilà, j'ai une ambition pour le pays, je veux encore pouvoir faire bouger les choses avec vous. Je veux le faire différemment, parce que cette période aussi nous a tous changés. Ils m'ont fait confiance il y a 5 ans, en me confiant des choses. J'ai essayé d'en faire le maximum. Tir de LBD, grenade désencerclante, coup de matraque. Ou comme sur cette image du 1er mai, jet de pavé. Depuis le début du mouvement, 2448 manifestants ont été blessés. 24 d'entre eux ont été éborgnés. 5 ont eu la main arrachée. Si on gagne, je dirais sur une prochaine prise de parole, d'avoir affiché sur le bureau un portrait de nous. Un petit cadre avec vous deux. Un petit cadre, alors une grimace, ça peut l'être. Ça peut être. Quelque chose comme ça. Ou alors un beau gosse, peu importe, on vous laisse décider ça, mais qu'est-ce que vous en dites? J'ai peur, maman. Alors merci et bonne rentrée. Bonne rentrée à tous. Oui, ça n'a rien à voir avec le rôle de chef d'orchestre, mais qu'un artiste est... Non, votre masque. Mais n'oublions pas non plus, Bernard-Henri Lévy, les souffrances, le martyre qu'a connu le peuple irakien, le martyre, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. Ce soir, on parle de l'Ukraine. Non, mais moi, je vous parle de la souffrance des peuples et ne l'oublions pas. Je vous parle aujourd'hui de N'oublions pas les souffrances que nous avons infligées par des interventions militaires sans issue. Moi, je vous parle des souffrances qu'à cet instant même, l'armée de Poutine est en train d'infliger ne les aggravons pas aux civils d'Ukraine. La réponse militaire les aggravera, conduira Vladimir Poutine à surenchérir dans une escalade militaire. Mais Vladimir Poutine surenchérit sera toujours plus grande que la nôtre. La manière de procéder de Vladimir Poutine, c'est de surenchérir. Tant que Vladimir Poutine ne sent pas de résistance, vous le savez, il avance. Eh bien, la résistance ne doit pas se placer sur ce terrain-là. Nous avons d'autres moyens de l'atteindre. Et je ne crois pas que la posture sur des plateaux de télévision soit la bonne réponse. On va parler de cette photo qui a été publiée hier par Gérald Darmanin. Photo, vous le voyez, photo prise en marge de la manifestation anti-pass du mouvement dit des Patriotes. Gérald Darmanin a tweeté. Cette photo choque beaucoup à juste titre. À ma demande, la préfecture de police a effectué un signalement à la justice pour que toutes les suites nécessaires soient apportées. On voit sur cette photo un groupe de gens habillés en noir, de jeunes personnes qui ont la main levée, qui semble faire un salut nazi. Alors on va vous montrer la vidéo en mouvement cette fois, et non pas avec cet arrêt sur image qui est publié sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo en mouvement est très différente. Regardez. Voilà, ça ressemble plus à un clapping comme cela est fait très souvent dans les matchs de foot. Entente cordiale donc, juste avant cet instant de malaise, lorsqu'un journaliste évoque les propos bien moins sympathiques tenus l'après-midi même par le député des Bouches-du-Rhône. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Fait surprenant, c'est le président lui-même qui va voler à son secours. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non, voilà. C'est une légère exagération. Jean-Luc Mélenchon, visiblement gêné, botte en touche et tente tant bien que mal de changer de sujet. C'est là que nos compatriotes vont se projeter et décider, au fond, les grands projets qu'ils veulent pour les 5 ans à venir et la personne à qui ils veulent faire confiance pour cela. Donc, moi j'arrive à cette élection avec une... D'abord en étant déterminé, en voulant continuer à bouger les choses, à préparer l'avenir pour nos enfants. Tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Oui, mais ici, la fin, c'est la meilleure chose.
Buono questi spaghetti e la italiana. E la matrice per me chi è la